Avant la clôture solennelle, j'ai la mission complexe de rendre compte d'une immense richesse qui a été celle des 5 ateliers cet après-midi, avec finalement assez peu de temps pour cela. Mais bien évidemment, les comptes rendus seront partagés, je crois, dans les prochains jours. Je voulais d'abord féliciter ceux qui se sont engagés dans ces ateliers. L'enthousiasme était partout présent, j'ai pu tourner tout à l'heure. Et cela s'est fait parce qu'il y avait une vraie qualité de préparation d'animation. Je voulais féliciter les 5 acteurs, même s'ils n'ont pas été seuls, mais ils étaient plutôt moteurs, à savoir l'Avitem, Anima, le Centre méditerranéen d'intégration, la Commission méditerranée de CGLU. Bravo à eux, ils ont, je crois, bien travaillé et vraiment, je crois que vous avez raison pour ceux qui sont frustrés de n'avoir pu participer finalement qu'à un seul atelier. Ils étaient tous intéressants. Je crois qu'il faut féliciter aussi encore une fois les services de la région. Ils ont été très présents, ils ont fait vraiment tout le travail. D'autant qu'ils vont maintenant avoir à mettre en œuvre cette ambition, cette vision du président Renaud Muselier, à la fois à l'intérieur du territoire de cette région que j'ai le plaisir d'habiter, mais aussi bien sûr à l'extérieur dans cet encouragement à l'échange. Je crois que c'est le vrai message commun à ces ateliers, cette notion d'échange, que ce soit donc ville durable, opportunités économiques, financement innovant, des projets d'atténuation, engagement des acteurs locaux, énergie propre dans une intégration régionale. Nous devons changer d'échelle d'action. Il ne s'agit pas d'expérimenter, mais de changer d'échelle. Pour cela, nous avons besoin de localiser, et pour prendre un terme technique de négociation, territorialiser les engagements des pays pris en 2015 à l'occasion de la COP21. Il ne s'agit plus seulement de porter ces NDC ou CDN en français, mais bien de les décliner sur chaque territoire en multipliant les interactions, d'autant que nous savons tous maintenant que l'addition des différents engagements des pays nous emmène plutôt sur une trajectoire de 3 degrés. On a beaucoup parlé de 4 degrés à Bonn et on a quelques raisons d'être inquiets sur le futur rapport du GIEC qui sera lui en 2018. Je vous rappelle que 2018, c'est l'année où seront renégociés ces engagements des pays. Notre affirmation des ateliers à tous, c'est que l'espace méditerranéen est un territoire pertinent pour un travail en commun. J'ai vraiment essayé de trouver des points communs dans les ateliers et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce territoire, qui n'est pas un territoire de négociation onusienne, puisqu'on a 3 continents, est pertinent pour l'action. Et c'était le message, bien sûr, des MEDCOP climat, mais c'est encore plus, je crois, celui de la Méditerranée du futur. Cela s'est illustré pleinement dans l'atelier sur l'énergie. Pour décarboner l'énergie électrique, nous devons nous appuyer sur une vision globale, ce que vous disiez tout de suite, monsieur l'ambassadeur. L'ensoleillement du Sud est une vraie opportunité. Nous devons faire évoluer les marchés en introduisant cette approche régionale. La ligne de 1400 MW entre le Maroc et l'Espagne en est un signe. Un autre étant l'accord signé entre le Maroc et 4 pays européens à l'occasion de la COP22 de Marrakech. La volonté existe. Encore une fois, c'est une question de changer d'échelle. N'oublions pas que ce sera aussi la seule façon de sécuriser les approvisionnements, de baisser les coûts d'accès à l'électricité. C'est une question de coopération et de responsabilité. Il faudra pour cela avoir une vraie feuille de route énergétique méditerranéenne, encore une fois idée portée par le CMI. Pour cela, un autre axe de travail a été affirmé, qui est la nécessaire collaboration entre les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, et c'est même une notion d'écosystème territorial, politique, social et économique qui est apparue, probablement aussi avec une dimension culturelle. Les régions ont un rôle très particulier à jouer, ce qui définit bien la charte de gouvernance climatique élaborée par la récente MEDCOP, la charte de gouvernance climatique des régions, dans une capacité à mobiliser à la fois les élus, les acteurs économiques, les citoyens, les ONG, ainsi que les universités et les centres de recherche, mais aussi et en collaboration avec les acteurs étatiques, décentralisés comme les préfectures ou wilayas, mais les agences spécialisées gouvernementales. Les agences nationales d'énergie et environnement sont déjà fédérées au niveau méditerranéen et ils devront avoir plus d'action. Un des ateliers s'est attaché à adresser la question des financements innovants. Si son travail s'est intéressé essentiellement à l'atténuation, les arguments et propositions peuvent se décliner sur tous les sujets. En effet, ce qui a été souligné, c'est la nécessité de raccourcir considérablement les temps d'instruction des financeurs, qu'ils soient publics ou privés. Une autre notion très intéressante a été développée qui dit que le meilleur financeur est le client. Ce que réclament beaucoup d'acteurs économiques, c'est un vrai soutien aux achats avec des critères climatiques. Cela concerne la commande publique, les acheteurs des grandes entreprises, mais aussi les citoyens consommateurs. Il devra y avoir une vraie notion de patriotisme économique. Est-ce qu'elle est par région ou à l'échelle méditerranéenne?
La question est posée. Le terme qui a été sorti cet après-midi, c'est le Green Business Act, on pourrait dire le Climate Business Act. C'est une proposition. Une autre dimension portée par un atelier, mais qui peut être reprise, je crois, par tous les autres, c'est celle de l'innovation. Elle a besoin d'être soutenue, encouragée par de vraies politiques publiques. Une adaptation de la réglementation. Trop souvent, la réglementation reste un frein à l'innovation. Et la mise en place de schémas institutionnels d'innovation nouveaux. Encore une fois, une question d'écosystème. Sur ce sujet, il faut favoriser les échanges entre les clusters qui existent, avec un soutien aux PME, aux start-up, et pas seulement dans les pays du Nord, un transfert d'expérience et de technologie qui devra être en accélération. Notre région méditerranéenne est particulièrement menacée, au point que l'expression hub climatique revient souvent, mais elle est aussi une opportunité économique pour développer de la richesse et de l'emploi. Vous y avez insisté, Monsieur Bakouri. Enfin, l'urbain, la ville, qui caractérise tant l'identité méditerranéenne. La ville qui protège, permet le développement, mais aussi la ville qui pollue, qui pose des problèmes d'accès alimentaire. Elle est très émettrice de gaz à effet de serre, du fait du bâtiment, de la mobilité, et la ville va continuer à se développer. Des dizaines de millions d'habitants vont arriver sur la rive sud. Auront-ils ne serait-ce que de l'eau, de l'énergie? La grille d'analyse et surtout celle d'action est celle des 17 objectifs mondiaux de développement durable. Il faut souligner l'importance de ce 17e qui encourage de nouveaux partenariats multi-acteurs. C'est aussi une question de formation. La Vitem, avec de nombreux partenaires comme l'AFD ou la GIZ, a créé une formation de haut niveau avec des urbanistes pour tout le pourtour. Qu'ils soient mieux en capacité de piloter des projets climat, c'est une initiative qui méritera d'être développée. Mais la proposition effective de cet atelier, qui avait le numéro 1, qui était dans cette salle, c'est de créer une fabrique de la ville durable. Ce peut être, Monsieur le Président, une initiative utile à encourager dans la Méditerranée du futur, comme l'est la Maison méditerranéenne du climat qui prendra place à Tanger en héritage de la présidence de la COP22 et surtout des MEDCOP. C'est un nouveau concept qui regroupe centres de renforcement de capacité, incubation de projets et encore une fois guichet d'accès au financement. Il y a beaucoup trop ce discours qui dit il y a de l'argent sur le climat et cette vraie difficulté à rendre bankable les projets, notamment les petits projets. Cette localisation des engagements climat ne pourra se faire que dans une vision globale et multi-acteurs, celle qui considère le climat comme un des objectifs de développement durable, les ODD. Évidemment, celui que vous considérez, Monsieur le Président, Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme condition nécessaire à tout développement, si on ne préserve pas le climat, si on n'est pas capable de s'adapter à celui déjà en cours, rien ne sera possible. Il s'agit aussi de convaincre un monde zéro carbone n'est pas seulement souhaitable, mais qu'il est possible. Vous savez, trop souvent, on a un peu moins de climato-sceptiques, mais beaucoup plus de climato, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas qui pensent que rien n'est possible. Non, ça marche, vous l'avez prouvé sur les énergies, c'est ce qu'on avait fait à 200 réseaux au Grand Palais pendant la COP21. Cet esprit des expositions universelles, l'esprit du possible, et donc qui permet d'encourager. Les exemples cités dans nos ateliers le démontrent. Une liste à l'après-vert, évidemment, très, très rapide, mais le lac de Tunis, le quartier euro-méditerranéen devenu éco-cité, le développement de l'éolien flottant, le développement de l'agroécologie. On peut citer la ville de Chefchaouen, dont le maire est présent, qui a réussi à transformer, en collaborant avec des institutions, une ONG, le GEREST, qui est d'ailleurs une ONG de la région ici, mais aussi des entreprises, des citoyens. Et on a pu raconter comme ça l'histoire, embarquer les gens, et y compris sur des sujets qui peuvent paraître anecdotiques. Il y a évidemment, comme tout autour de la Méditerranée, à Chefchaouen, à Hammam, les hammams sont infiniment émetteurs de carbone. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait en collaboration avec une ONG, en collaboration avec l'AME, qui est une agence de chez vous au Maroc, pour inventer un nouveau système. Et on a diminué par 2 les émissions de carbone de ce hammam. Mais imaginez à l'échelle de la Méditerranée, si on trouve la façon que cette méthode soit utilisée par tous, on est dans cette démarche qui vient du bas, dans cette démarche de partage, et je crois que c'est l'esprit que nous avons tous ici. C'est l'esprit de la Convention des maires qui se développe en Méditerranée. Partie d'Europe, elle regroupe de plus en plus d'acteurs, de villes, de maires, qui sont plus de 6000 aujourd'hui dans le monde, et leur principe est de dire, nous, on a les engagements des pays, évidemment, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est aller plus vite que les engagements des pays, être plus ambitieux, et ça marche. Enfin, je voudrais me faire le porte-parole d'une session plénière qui a eu lieu en tout début d'après-midi. On a eu un petit peu de problème d'organisation, mais elle était, je crois, très très importante. Elle était ouverte sur la question culturelle par Olivier Poivre d'Arvor, comme vous le savez, qui a dû nous quitter sous convocation du président de la République. Et ensuite, nous avons une table ronde de 4 femmes
ça a été très remarqué, c'était 4 femmes, et d'ailleurs je ne dénoncerai pas qui, il y a une petite phrase qui a dit, écoutez, ce matin nous avons eu les grandes déclarations, cet après-midi nous avons les solutions. Alors, je vais prendre quelques éléments de cette table ronde, parce que ce sont des propositions extrêmement concrètes qui auraient pu sortir des ateliers. Patricia Ricard demande que toute action mise en œuvre soit neutre pour les océans, y compris sous une forme de label. Ça peut être une question d'achat public, Monsieur le Président. Toute action ne peut pas polluer la mer, ne peut pas mettre en cause. N'oublions pas que c'est à la fois du CO2 en moins, c'est aussi de la nourriture. La mer pourrait permettre de sauver la planète. En tout cas, c'est la position de Patricia Ricard. Elle porte aussi un appel au mécénat climatique. C'est important d'aider la culture. Nous avons aussi besoin d'argent, et pas seulement des prêts, pour agir. Corinne Lepage vous propose aussi, Monsieur le Président, toujours vous, mais vous aurez à répondre juste après, de signer la charte des droits et devoirs de l'humanité qu'elle défend, avec beaucoup de signataires aujourd'hui, dont un pays qui est les Comores, pour mettre cet engagement, ce respect qui nous donne des droits et des devoirs vis-à-vis de ce climat. Un autre point a été soulevé dans cette table ronde, qui était présent aussi dans d'autres endroits, c'est le MEDEC. On a besoin d'un vrai rapport sur les questions climatiques en Méditerranée. C'est très compliqué, ne serait-ce que aller voir sur Internet si vous êtes capable d'imaginer la montée des eaux en fonction de 2, 3, voire plus de degrés. Certaines régions sont très concernées. Notre ami égyptien est là, dans le delta du Nil. Il y a 12 millions de personnes qui vivent à moins d'1 mètre d'altitude. Vous voyez ce qui se passe à 2, 3 degrés. On est déjà sur des vrais problèmes à échéance de quelques décennies. Donc on a besoin de ces chiffres, on a besoin de mobiliser les chercheurs et il y a besoin de moyens. Je pense que c'est un vrai chantier pour nous tous. Le GIEC est menacé aujourd'hui, il a trouvé des solutions, ça y est. Je pense que le MEDEC a besoin aussi de moyens pour travailler. En conclusion de cette synthèse, je voudrais citer les clés d'une transition réussie. Une transition réussie, c'est une transition qui est à la fois efficace, utile. C'est une méthode qui me semble assez bien cohérente avec ce qui s'est dit. C'est une méthode qu'on avait élaborée suite au MEDCOP. On a considéré qu'il y avait 5 clés qui permettent de réussir une transition et je crois que ça mérite d'être écouté. La première, c'est celle du financement. Sans financement et sans être capable d'innover, il n'y a rien qui peut se passer. On va d'un endroit à un autre, ça a besoin de financer, ça a besoin d'être investi. La seconde est celle du renforcement de capacité et de la formation, sans oublier le fait que nous avons à attirer les talents. Nous avions des universités aujourd'hui. Aujourd'hui, peu d'étudiants très talentueux, imaginatifs, comprennent qu'on a besoin d'eux. Allons chercher dans les grandes écoles, dans les start-up, expliquons-leur s'il faut qu'il y a des marchés, mais nous avons besoin d'attirer les talents. La troisième est celle de l'acceptabilité. Nous avons besoin de sciences humaines. Changer les comportements est infiniment complexe. Avoir sa propre voiture est aujourd'hui une des formes de liberté dont on rêve quand on est adolescent. Dire qu'on va être plus propriétaire d'une voiture, qu'elle va être automatique, c'est un changement de comportement. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais ça mérite d'être accompagné. La quatrième clé technologique, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de choses à faire. Et n'oublions pas que c'est parce qu'aussi on est capable de parler d'innovation qu'on est capable d'attirer les jeunes. Dans leur passion autour du numérique, des réseaux sociaux, on a besoin pleinement d'eux. Ils sont 2 milliards à être nés dans ce siècle déjà, à l'échelle de la planète, pas de la Méditerranée, et on a besoin d'eux. Et enfin, la cinquième, c'est celle de temporalité. Et ça, c'est la vraie question complexe. Chacun d'entre nous évolue à un rythme différent, et il faut qu'on arrive à fonctionner avec tout le monde. Et je crois que c'est peut-être l'élément le plus important aujourd'hui. Et la grande difficulté que nous avons tous, c'est de se connaître, c'est d'apprendre à travailler ensemble, et je crois que ça donne encore plus de sens à ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout à ce qui va se passer dans le cadre de ce programme, dans le cadre aussi du rendez-vous qui est donné à Tanger dans un mois autour des rencontres de la Maison du Climat, le 12 décembre à Paris juste après. Voilà, tout ça continue.